Bonjour, je suis Valérie Pointet, je suis du Pays de Gex, j'habite du côté de Perron depuis une dizaine d'années et je vais vous présenter mon dernier roman, celui que j'ai sorti au mois de juin 2014. Il se nomme Le Château des Tourmelles et en fait il s'agit d'une saga familiale qui démarre dans les années 1850 jusqu'à nos jours. La particularité de ce livre, c'est qu'en fait il est écrit sur plusieurs périodes, c'est-à-dire on fait le parallèle entre notre époque d'aujourd'hui et le passé, et à travers je dirais grâce à une lettre que l'héroïne peut trouver dans un meuble, une lettre secrète qui était cachée là depuis les années 1850, on va remonter toute l'histoire et découvrir deux familles qui s'opposent, parce que vous avez d'un côté les propriétaires de ce beau château et puis d'un autre côté leurs domestiques. Or il s'avère qu'en fait on va découvrir au fil de l'histoire que ces deux familles quelque part sont peut-être pas si éloignées les unes des autres. Je disais donc c'est une saga familiale, mais également donc sur fond de récits historiques, parce que bien évidemment en démarrant l'histoire en 1850, je passe par différentes phases de notre histoire de France, notamment les deux guerres qui ont touché d'une manière ou d'une autre ce château. Et c'est aussi, il y a aussi une part de mystère. Et pour cette part-là, je me suis inspirée d'un livre de Marc Lévy, que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui est Et si c'était vrai, mais je vous en dirai pas plus parce que voilà, je me suis inspirée de ça et il y a une petite touche de mystère là-dedans grâce à Marc Lévy. Que vous dire d'autre? Il se passe essentiellement à Paris, puisque bon, l'héroïne vit à Paris, mais le château, lui, est situé en Bourgogne, au milieu des vignes, puisque les propriétaires étaient propriétaires et producteurs de vin. Quelque part, on a aussi un peu de l'ambiance de Victor Hugo, je dirais, surtout dans Les Misérables, quand je décris les scènes qui se déroulent dans la famille des domestiques. Mais que vous dire encore? Il y a donc bien sûr du suspense, puisqu'on se demande ce qu'est cette fameuse lettre et à quoi elle va aboutir, qu'est-ce qu'elle va apporter. Et ce livre, en fait, je dirais, le fil conducteur de ce livre, c'est la sérendipité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la sérendipité? La sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose un peu par hasard, alors qu'on en cherchait une autre. Et vous allez vous rendre compte, en lisant ce livre, que plusieurs des personnages vont justement faire des découvertes comme ça, tout à fait fortuites, alors qu'en réalité, ils cherchent tout autre chose. Mais je pense que vous découvrirez vous-même de quoi il s'agit. Et je vous invite à découvrir et à rentrer et à visiter le château des Tourmelles. Mon nom est Bernard Ancel, je suis l'auteur de ce roman historique, L'école des humanistes, qui se passe en 1506, à l'époque d'Erasme, de Rotterdam et des grands humanistes, à l'époque de la découverte de l'Amérique et des débuts de l'imprimerie, et donc des premiers écrivains professionnels. Il s'agit d'un récit d'un jeune florentin qui traverse tout d'abord l'Alsace, différentes villes prospères comme Colmar, Strasbourg, qui font partie de la Décapole et qui sont des villes impériales dépendant directement de Charles Quint. Et l'histoire se poursuit en Belgique, à Bruges et à Paris. Et en finale, il y a deux chapitres qui se passent à l'époque actuelle où on compare l'arrivée de l'essor de l'Internet, un peu comme une deuxième révolution dans les sciences de la communication depuis l'imprimerie. Et les humanistes se réunissent au paradis et réfléchissent sur l'époque actuelle et se demandent si les humains sont devenus plus raisonnables ou plus fous qu'autrefois, en référence bien sûr à l'éloge de la folie d'Erasme, l'utopie de Thomas More et la nef des fous de Sébastien Brandt. Je suis François Pérez de Prepsin. Ce livre est un récit des expéditions polaires
mon père a faite. Il est parti tout jeune, à l'âge de 24 ans, avec Paul-Émile Victor. Ils étaient amis de jeunesse. Et mon père j'ai trouvé dans les archives, dans les papiers personnels de mon père, après sa mort, des récits dont il n'avait pas parlé dans la famille. J'ai pris l'initiative de publier ces livres. Donc à l'époque, c'était vraiment l'aventure. Donc là, il y a 3 expéditions, 1934, 1935, ensuite la traversée ouest-est du Groenland en traîneau à chien, et l'ascension du Mont Forel, qui était à l'époque considéré comme le plus haut sommet du Groenland, en 1938. J'ai publié un deuxième livre, qui a été publié sous la forme d'un article en 1939 et qui couvre 3 expéditions dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Voilà, c'est passionnant, c'est bien écrit, facile à lire, sans faute d'orthographe à l'époque. Et à l'époque, tous ceux qui participaient à ces expéditions écrivaient beaucoup. Paul-Émile et Victor a bien sûr écrit beaucoup de livres. Et j'ai découvert, comme je disais, après sa mort, mon père aussi écrivait beaucoup, mais sans nous le dire. Donc je suis très heureux de pouvoir présenter ce livre. J'encourage vivement à ceux qui sont intéressés par le Groenland, qui ont été au Groenland ou qui envisagent d'aller au Groenland, de le lire. C'est une excellente introduction. Donc, je suis Jean-Claude Lesourd. Je viens présenter au Salon du Livre de Ferney-Voltaire un livre dont vous voyez le titre sous vos yeux. C'est peut-être un peu osé de venir poser cette question dans le pays de Voltaire, mais je l'ai fait car ce livre tente de répondre à cette question et de révéler un Voltaire moins connu que celui qui est traditionnellement présenté. C'est une interview que nous avons fait avec mon co-auteur Claude Dupont, et une interview de Voltaire, et les réponses aux questions que nous lui posons sont tirées exclusivement de son œuvre. Vous verrez que cette œuvre est très riche et que Voltaire était un novateur. Je suis Alain-Jacques Tornard, passionné par les Tintins, surtout les pastiches de Tintin, et j'ai fait une exposition il y a 2 ans à Fribourg qui s'intitulait Tintin à Fribourg. Mais attention, ce livre que vous voyez là n'existe plus parce que comme il était considéré comme contenant des contrefaçons, on a dû le retirer et il a été brûlé. Donc je le montre juste à titre indicatif. Et à la place, nous avons fait une exposition à Pente, au Musée des Suisses, dans le monde, à Genève, où nous avons repris les images autorisées. Nous avons fait 2 volumes. Mon ami Jean-Ry m'a fait les aventures suisses de Tintin et moi j'ai fait Tinte interdit. Alors vous remarquez qu'il y a Tintin mais sans que le mot figure réellement sur la couverture, c'est Tinte interdit. L'exposition a eu un succès immense et nous sommes jumelés, Fribourg, ma ville, et Rueil-Malmaison sont jumelés et nous avons eu l'idée de passer l'exposition à Rueil-Malmaison. Le maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, voulait absolument avoir son propre catalogue et il a fait avec la fameuse mairie que l'on voit d'ailleurs dans Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, on voit cette mairie et donc c'est Harry Edwood, là, Exem avait fait l'exposition pour Pente et pour Fribourg et Harry Edwood a fait la couverture pour l'exposition de Rueil-Malmaison. C'est aussi un collector parce qu'elle a été vendue que pendant l'exposition de Rueil-Malmaison. Géraldine Secky-Hassanen, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'intitule Un peu de vous, de moi, de nous, paru aux éditions de l'Analphabet. Et en guise de présentation, je vais lire une nouvelle extraite de ce recueil. Un nouveau-né en éveil. Céleste et née ronde, un vrai poupon aux joues roses, un petit minois délicieux qui ouvre les yeux sous le regard enjoué et fier de sa mère et de son père aussi. Tout le monde la vénère. Premier enfant de la famille, Céleste aura des défis à relever au nom de toute sa lignée. Céleste grandit, bercée par l'amour filial et bienveillant de ses parents. Les semaines passent et l'enfant désiré satisfait les attentes de tous. Calme, souriante, câline et toujours aussi jolie, personne n'est déçu. Dès qu'elle commence à s'intéresser au monde,
Céleste manifeste des signes inquiétants qui affolent ses parents. Sans savoir pourquoi, par moments, Céleste hurle. Ce sont des sanglots irraisonnés que personne, à part sa mère, ne peut calmer. L'enfant est comme rassuré en téton goulûment, mais dès que le corsage est reboutonné, les pleurs redoublent. Il faut qu'elle s'endorme. Sa mère tire alors sur son décolleté et met la petite au sein. Tout en la berçant, Céleste tête pour faire disparaître ses démons inconnus. Les semaines passent et les parents perdent patience. Qu'ont-ils fait pour que leur enfant pleure tant? Quel est ce mal qui la ronge? Personne ne sait ce qu'est la petite Céleste. De la sage-femme à la pédiatre, en passant par les spécialistes les plus renommés de la région. Un jour, les pleurs commencent plus tardivement dans la journée. Céleste, de son berceau, est passée dans les bras de sa mère pour une tétée. Ensuite, la petite s'est endormie. Aussitôt sur la table allongée, les pleurs recommencent. L'instinct de sa mère est alors de la mettre au sein. La petite se calme, tète et s'endort. Elle passe sa journée à la mettre de son berceau au sein, en veillant à ce que l'enfant ne soit nulle part ailleurs, sinon ses pleurs retentissent. Une journée plus clémente s'est enfin passée. Les parents ont l'impression d'avoir la clé du problème. Les journées de Céleste et de sa mère se déroulent aussi pendant des semaines, sans quitter cette même pièce, en changeant la petite dans son berceau. Quand ils sortent ou qu'ils vont ailleurs dans l'appartement, ils savent ce qui les attend, des pleurs. Il leur faut vivre avec ces cris incessants. Les parents ne se supportent plus personne ne vient les voir et l'enfant béni devient presque maudite. Les mois passent, jusqu'au jour où Céleste prononce ses premiers mots. Ni papa, ni maman, ni pain, ni eau, ni même tiens. Ces premiers mots sont ronds et carrés. Ces deux premiers mots, Céleste les accompagne de gestes. Elle sourit en montrant un objet rond et hurle en montrant un objet carré. Les parents comprennent. Céleste est anglophobe. Son père, armé de sa ponceuse, commence à arrondir tous les angles de l'appartement. Ils vécurent alors heureux et se constituèrent une vie sans angles. Losange, carré, triangle, polygone, quadrilatère, hexagone. Un coin rassure, fixe des limites, détermine un espace, cadré, arrêté, mesuré. Mais sans angle, à quoi ressemblerais-tu? Un cercle, rond, allongé, étiré, moins rassurant ou plus envoûtant? Bonjour, Stéphane Chrisman, je gère la librairie du lycée de Ferney-Voltaire, centre du Levant, près de la petite douane de Versoix. Voilà, nous sommes une librairie généraliste, on s'occupe de la littérature, du thriller, des essais, de la jeunesse, du parascolaire et aussi du scolaire pour toucher tous les publics. Voilà. On peut se retrouver avec plaisir, on essaiera de vous donner plein de conseils, des idées de lecture, partager nos coups de cœur. Voilà, venez nombreux, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de se retrouver. Voilà. Bonjour, donc mon nom est Hervé Gransart et je viens d'écrire mon troisième livre, le recueil de nouvelles. Celui-ci s'appelle Petite miscellanée et autres pensées. C'est un recueil de chroniques, de nouvelles, sur des sujets de la vie courante, des objets, des gens, des situations qui soit me mettent en colère ou au contraire me plaisent beaucoup, voilà, me font réagir entre l'émotion et les idées que je peux avoir autour des faits qui me touchent profondément. C'est donc mon troisième livre et recueil de nouvelles. Les deux autres étaient également des recueils de nouvelles avant le quatrième qui sortira, j'espère, dans 6-8 mois, qui sera là cette fois-ci un roman. Donc nous sommes la librairie du centre qui a ouvert à la fin du mois de janvier 2015 à Ferney, rue du Mont-Blanc, chemin du Mont-Blanc selon les endroits. Nous sommes une librairie généraliste et d'une certaine manière nous avons succédé à l'ancienne
l'ancienne librairie centrale qui a fermé fin 2013. Nous sommes 11 associés. Moi, je fais partie des 11 associés qui avons décidé que vraiment il était tout à fait dommage qu'à Ferney-Voltaire il n'y ait pas une librairie généraliste et exclusivement librairie, qui ne soit pas aussi papeterie, presse, etc. Donc nous avons ouvert un offrant, et vous avez pu peut-être le voir ici avec ce que nous présentons, aussi bien de la littérature française qu'étrangère, des essais et une large palette de livres jeunesse pour les enfants depuis le plus jeune âge jusqu'aux grands adolescents. Nous rencontrons un bon succès, mais nous serons heureux d'avoir beaucoup plus de clients et tout le pays de Gex ainsi que les alentours genevois sont bienvenus dans notre librairie. Je vous invite à regarder notre site internet Librairie Centre Ferney qui vous donnera tous les détails, nos horaires d'ouverture. Bon, nous sommes principalement fermés le dimanche et le lundi, mais les autres jours c'est ouvert. Et en particulier le samedi, nous ouvrons non-stop de 10h à 18h30. La Baconnière. Je vous présente un petit peu ma maison d'édition. C'est une maison d'édition qui est née en 1927 en Suisse, à Neuchâtel, qui a publié tout au cours du XXe siècle énormément d'essais sur la littérature, sur la musique, sur l'histoire et qui s'intéressait beaucoup à questionner son époque. J'ai repris cette maison d'édition il y a 3 ans et j'y ai introduit un petit peu plus de romanesque et avec des jeunes auteurs francophones comme Florian Aiglin ou André Rodnik et des auteurs de traduction, notamment toute une collection sur les pays d'Europe centrale et un certain nombre de livres illustrés pour faire répondre le texte et l'image. Il y a évidemment également encore à la Baconnière toute la ligne éditoriale d'essais sur des essais littéraires, des essais sur la musique, mais du coup la musique contemporaine, donc plutôt de rock, et également un certain nombre d'essais historiques. Voilà. Je vous invite en tout cas volontiers à venir voir le site internet de la Baconnière, www.édition-baconnière.ch. Alors voilà, je suis Sylvie Schurter-Clermont. J'écris À l'oreille d'une coutume. C'est un livre qui parle de coutume de Noël, la coutume du sapin de Noël. Et j'avais eu envie de créer une histoire complètement imaginaire, dans un pays complètement imaginaire, qui parle de comment on est arrivé à faire des sapins de Noël pour Noël. Ce livre s'adresse à des personnes dès 6 ans, je dirais. Il est illustré par moi-même, avec plein de couleurs. C'est un livre qui a été écrit en ritournelle, de façon à ce que les enfants soient intéressés à se repérer dans le texte. Là, il y a toutes sortes d'images. Voilà, donc ce livre a été écrit dans l'idée d'amener à des enfants un moment de rêverie, un moment d'évasion. C'est un livre cadeau, c'est un livre pour Noël en fait, qui sera suivi par la suite par d'autres histoires qui seront issues de ce livre, c'est-à-dire un livre avec des souris. Et ces souris vont vous raconter toutes sortes de sagas à travers soit la dyslexie ou bien la mort,
la solitude. Et ces souris-là vont vous faire voyager à travers mon imaginaire pour vous faire découvrir un petit peu les clés de comment résoudre ces problèmes-là. Voilà, alors Estelle Gita, j'ai créé cette maison d'édition voici 9 ans maintenant, avec l'idée de mettre à disposition pour des personnes qui ont une bonne base d'écriture, qui des fois même sont dans les métiers de l'écriture, sont dans les métiers de l'enseignement, mais pas forcément dans l'écriture fiction, d'outils et d'aide, de soutien, c'est du coaching avec une plateforme culturelle. Donc j'ai créé à ce niveau-là tout un système en partant à l'origine des récits et des histoires de vie. J'ai fait une formation à HEI sur les histoires de vie, en voyant qu'il y avait là un grand potentiel, beaucoup de personnes qui avaient des éléments vécus qu'ils pouvaient nous raconter et qui pouvaient servir de fil rouge à une quête personnelle d'une part, et puis à une réflexion collective. Donc mettre tous ces petits bouts ensemble, ça donnait vraiment une plateforme de rencontre. Et maintenant aujourd'hui il y a 7 collections qui se sont nettement développées, où ça va du théâtre, au livre d'enfants qu'on vient de voir, en passant par le roman, fiction. Les vocations se sont regroupées comme ça, des éditions bilingues également, des essais, de la recherche universitaire, etc., avec l'idée de vulgarisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de porter la réflexion plus loin à tous ceux qui ont envie de la poursuivre. Donc, ce que j'attends des auteurs que je choisis, c'est pas forcément d'avoir derrière eux une grande expérience de l'écriture, mais c'est de porter dans une quête et d'avoir envie d'amener aussi les autres et de poursuivre, de prolonger leur réflexion. Quel est le nom de votre maison d'édition? La maison s'appelle Eclectica, justement parce qu'elle ramène par toutes sortes de biais. Je passe par-dessus, je saute allègrement par-dessus les genres. On a en général, avec les bibliophiles, etc., l'habitude de classer, c'est un roman, c'est des catégories littéraires. En ce qui me concerne, je trouve que c'est d'abord un moyen d'expression. Et il y a des livres qui sont munis de CD, etc. Parce qu'ils s'inscrivent dans un processus global de communication. Donc ils peuvent être de forme plus ou moins littéraire. Je tiens à la qualité et de l'écriture et de l'expression, que ce soit artistique sous toutes ses formes. Je fais moi-même jusque-là le graphisme, la mise en page, puisque je suis une formation pour ça. J'ai fait les lettres, sciences de publication. Je pense que chaque élément de la vie d'un être humain vient enrichir, vient s'attacher à son développement. Et l'idée, c'est de mettre au son nos interrogations pour pouvoir porter les messages plus loin, pour pouvoir les perfectionner. Bonjour, je m'appelle Émilie Boré et mon livre Serge le loup blanc est un album illustré pour les enfants de 3 à 7 ans qui raconte les déboires de Serge, un loup qui est blanc, qui n'a pas de dents et qui est végétarien. Et comme il est né dans une famille de loups noirs, carnassiers, extrêmement méchants, et bien ce n'est pas facile tous les jours. Cet album raconte comment Serge va s'intégrer dans sa famille, et c'est un petit peu comme le petit canard, le vilain petit canard, salut, d'Andersen, l'histoire de l'intégration, comment s'intégrer au sein d'une famille sans renoncer à ses valeurs et sans se renier totalement. Voilà.